Ok. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés et de vous joindre à nous pour ce webinaire, pardon, c'est un peu ambitieux le séminaire, le webinaire sur le podcast. Je suis Laurence Vignon, je suis vice-présidente de l'agence Barbès et c'est avec joie que je vais animer l'échange entre nos différents invités qui sont réunis et que je remercie très chaleureusement pour leur présence. Avant de vous les présenter, je voulais vous dire quelques mots sur la manière dont on a imaginé ce rendez-vous. On vient de finir et ça vient de s'achever le rendez-vous du Paris Podcast Festival. On n'a jamais autant parlé de podcast. Tout le monde a envie d'en être. Faire un podcast, c'est cool. Et on s'est dit que c'était bien de faire le point. En fait, on va structurer ce webinaire autour de 5 thèmes essentiels pour comprendre l'enjeu du podcast et de sa réalisation. Mais pour les parcourir, plutôt que de se lancer dans une grande explication théorique et pédagogique, on a préféré baser cette démarche autour du partage d'expériences et du témoignage. Et donc, je suis vraiment très heureuse d'accueillir pour en parler Christophe Morange. Bonjour Christophe, je te laisse te présenter et dire quelques mots. Bonjour à toutes et à tous, je suis directeur de la communication et de la RSE de la Mutuelle Générale. La Mutuelle Générale, c'est une complémentaire santé qui commercialise des produits d'assurance, de santé, de prévoyance et des services. Et c'est la 3e mutuelle en France. Voilà. Et est-ce que tu peux me dire quelques mots du podcast ? Oui, bien sûr, on a pu, c'est le sujet, on a pu expérimenter et réaliser notre premier podcast avec l'agence ici Barbès dernièrement. Et c'est un beau produit qu'on a réalisé avec l'agence, une belle série dont on est assez fiers. Donc ça nous paraissait tout à fait intéressant de venir partager cette expérience avec vous. C'est un podcast tourné autour de la solidarité, puisque c'est un des sujets qu'on a voulu valoriser. Arnaud, à ma droite, merci aussi Arnaud d'être là. Quelques mots de présentation et quelques mots aussi sur le podcast. Bonjour, donc je me présente Arnaud Meunier, moi je suis le directeur marketing du réseau de transport de Valenciennes, donc le réseau Transville qui est opéré par le groupe RATP. Et on a lancé la semaine dernière donc avec Wave Audio un podcast qui est une fiction, un polar qui est très drôle et qui se passe en fait à Valenciennes et en partie dans les transports en commun, pour justement permettre à nos voyageurs de découvrir le voyage différemment. Merci beaucoup Arnaud. Et donc Thomas, c'est le point commun en fait entre Christophe et Arnaud. Thomas, qui est cofondateur de Wave Audio et qui a travaillé aussi bien pour le podcast de la Mutuelle Générale que pour le podcast d'Arnaud. Donc je te laisse te présenter Thomas et dire quelques mots aussi de ce que tu fais et de comment tu vois les podcasts. On y reviendra, alors dis pas tout maintenant. Oui, non, mais je suis Thomas Baumgartner, j'ai cofondé Wave Audio il y a un peu plus de 2 ans maintenant avec Thibaut Potvin. Alors moi j'ai passé 10 ans à France Culture, j'ai travaillé aussi chez rédacteur en chef de Radio Nova, j'ai travaillé très tôt dans des endroits où il y avait du son et du numérique et parfois les deux en même temps, et notamment arteradio.com qui était peut-être un des endroits pionniers, on va dire, du son numérique avant même que le podcast existe, parce que c'était 2002, le départ. L'année prochaine, les 20 ans d'Arte Radio. Et donc, il y a 2 ans, on a fondé Wave Audio avec l'idée de se mettre au service de commanditaires sans a priori de forme en particulier. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais que ce soit le documentaire, la fiction, le reportage, la chronique, l'entretien, l'émission, le talk show, ça c'est des choses qu'on pratique et avec l'idée de répondre aux besoins qu'on a en face de nous en co-concevant la forme et la diffusion du podcast. Merci. On y reviendra parce qu'en effet, ce qui est vraiment intéressant dans la présence et dans les témoignages de Christophe et d'Arnaud, c'est que ces deux choix de positionnement éditorial, de ligne éditoriale qui sont très différents et sur lesquels c'est intéressant effectivement d'avoir du partage d'expérience et du témoignage. Et je finis par Marion Daillot, qui est directrice conseil à l'agence. Et Marion a géré et coordonné à la fois l'idée originelle de ce podcast avec la Mutuelle Générale, mais aussi le projet. Et donc, à ce titre, son témoignage est intéressant. Marion, merci Laurence. Marion Daillot, donc directrice conseil au sein de l'agence ici Barbès. En effet, j'ai eu la chance de collaborer au projet du podcast Entre eux et nous, sur la solidarité intergénérationnelle avec la Mutuelle Générale et d'être accompagnée de Thomas et de son équipe, donc de Wave Audio.
Et c'est à ce titre donc, que je suis là pour aussi faire un retour d'expérience, pour voilà, exprimer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et au-delà de ça, j'apporterai aussi des éclairages parce qu'on a eu la chance de voir pas mal d'études sortir sur le sujet du podcast. Dernièrement, au Paris Podcast Festival, une étude aussi d'actualité donc, qui est sortie en octobre. Donc, on va pouvoir vous nourrir aussi de chiffres récents et puis d'éléments contextuels pour essayer de bien appréhender le sujet du podcast pour, comme on l'a prévu, c'est-à-dire de se dire que ce webinaire, il est là pour être le plus concret possible et bien appréhender ce média florissant. Alors, dernier point, je vous donne quelques précisions sur les règles du jeu. On va échanger avec nos invités pendant 1h15 et puis ensuite, on va se consacrer à vos questions. Et donc, n'hésitez pas, enfin, les caméras et les micros, vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas, si vous avez envie, au fur et à mesure, à poser vos questions et puis, bien sûr, à participer à l'échange auquel on consacrera à peu près une demi-heure à la fin des témoignages et de la discussion qu'on va avoir avec nos invités. Je vais d'abord laisser Marion présenter quelques repères pour nous dire à quel point le podcast, c'est chouette et pourquoi il faut se lancer dans le podcast ou pas avec quelques chiffres de tendance. C'est ça. En effet, on l'a vu, donc il y a pas mal d'études qui sont sorties sur le sujet et c'est à ce titre donc on a sorti quelques chiffres. On avait constaté, en effet, il y a quelque temps, un boom du podcast, mais ce boom, parce que tout simplement, on avait du temps, on était malheureusement confinés en cette période. Et donc, du coup, du temps pour aussi écouter, pour se nourrir, et puis peut-être aussi pour voyager en dehors de nos espaces, de nos appartements, de nos maisons. Mais ce qui est plutôt confortant, c'est de voir aussi que post-crise sanitaire, liberté retrouvée, et bien au final, c'est un média qui continue de s'installer vraiment dans les habitudes des Français. Non, pardon. Excusez-moi. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. C'est pas grave. Les joies du direct, bonjour. Comment Je ne sais pas. Bon, voilà, ça revient. 33% des Français donc écoutent des podcasts natifs. Et on voit bien que dans ces 33%, il y a aussi bien, c'est un panel assez large de 18 à 64 ans. Donc pas mal de Français qui écoutent. 80% de ces auditeurs, en fait, ils écoutent du podcast de façon hebdomadaire. Donc vraiment, ça fait partie de leur quotidien. Donc ça fait vraiment partie de leurs habitudes. Et ça, c'est un chiffre qui date de 2020, mais plus de 200%. Donc, c'est vraiment un taux d'écoute exceptionnel en 2020, avec un répertoire de plus de 700 000 podcasts sur Spotify. Donc, on voit l'ampleur du sujet et donc du nombre de podcasts qu'on a devant nous à écouter. On pourrait se dire, les auditeurs de podcasts, c'est très parisien. En fait, ce n'est pas que parisien. Qui sont-ils? Ils ont en moyenne 35 ans. Et pareil, c'est ce qu'on voyait dans les études, c'est que ça tend à s'élargir. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des personnes, donc en effet des jeunes, parce qu'en fait, il y a pas mal de podcasts pour les tout petits, mais aussi pour des plus âgés. On compte 12% d'étudiants et donc, en effet, 28% des auditeurs de podcasts sont parisiens, mais pas que. 39% en fait vivent aussi dans des grandes villes de plus de 2000 habitants. Ça ne mange pas de pain, une petite définition pour se dire, mais de quoi parle-t-on quand on parle de podcast? Le Larousse nous dit « Émission de radio ou télévision qu'un internaute peut télécharger et transférer sur un baladeur numérique, fichier correspondant ». Je trouve que c'est une petite… un baladeur. Un baladeur, voilà. C'est une petite définition assez mignonne parce qu'en fait, très désuète. Et on le comprend bien qu'en fait, le podcast et le mot podcast a finalement pas mal évolué parce qu'en fait, on parlait dans un premier temps de replay, c'est-à-dire on avait tous nos émissions préférées et quand on loupait finalement l'émission en direct, on était
très heureux d'aller pouvoir, et on l'est toujours, pouvoir la réécouter et de la télécharger et de pouvoir l'écouter hors connexion. Et à côté de ça, il y a le format natif qui est vraiment la création sonore qui est conçue et produite pour être écoutée en dehors du direct, qui est vraiment conçu pour Internet, en dehors voilà, de toute émission de radio. Mais au sein même de ces podcasts natifs, il y a plein de formes narratives en fait, de podcasts. On a le témoignage, donc là, ça va être par exemple une personne qui va nous ouvrir les portes de l'intime, qui va nous raconter un moment de vie, une expérience, une anecdote, et qui, le temps d'un épisode ou d'une série, va venir voilà, nous ouvrir ce quotidien. On a l'interview, un entretien, qui pareil, là, ça peut être un journaliste qui va venir finalement interagir avec une personne ou deux sur un sujet donné. Et la chronique, comme son nom l'indique, ben, c'est un rendez-vous régulier qui est lié ou non à l'actualité, donc sur une thématique aussi bien définie. Et puis la fiction sonore, donc Laschinger en est un exemple. Donc là, c'est vraiment un récit imaginaire, souvent dans l'irréel, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et puis enfin, on a le documentaire reportage, et ben là, c'est Entre eux et nous, on est un bon exemple avec la Mutuelle Générale sur la solidarité intergénérationnelle, où on va aller à la recherche du terrain, de la société civile. On va aussi aller mettre ça en lumière avec des regards d'experts. Et donc, c'est aussi une autre catégorie de podcasts natifs. Alors vraiment, le podcast, c'est cool. Et ben, je pense. Mais est-ce que c'est uniquement cool? C'est vraiment la question qu'on a eu envie de vous poser, parce que j'imagine que vous n'avez pas fait un podcast juste parce que c'était cool. Et donc, par exemple, Christophe, pourquoi tu t'es lancé dans le podcast? Et surtout, en quoi le podcast a à un moment été une bonne idée pour servir tes objectifs de communication? Et quels étaient ces objectifs? En fait, l'année dernière, la Mutuelle Générale a élaboré, a travaillé sur sa raison d'être. Et au cœur de sa raison d'être, on a décidé de placer deux sujets qui sont l'amélioration de la qualité de vie et la solidarité intergénérationnelle. On est une mutuelle, on fait partie de l'économie sociale et solidaire et on a vraiment au cœur de nos valeurs depuis l'origine la solidarité. On a voulu vraiment en faire un étendard de cette solidarité en la travaillant autour de la dimension intergénérationnelle pour montrer de quelle façon les générations s'entraident finalement et se complètent les unes les autres. Et pour parler de ces sujets, ce n'est pas forcément toujours des sujets faciles ou c'est des sujets qui peuvent être très théoriques. Il nous a semblé que le témoignage terrain était vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est là que l'idée du podcast est arrivée, proposée par l'agence, par ici Barbès. Et ça nous a paru effectivement bien répondre à cet enjeu d'avoir une communication qui soit une communication corporate, parce qu'on est quand même dans des messages de l'entreprise, mais qui soit une communication très incarnée, très terrain, très humaine en fait. Et pour traduire effectivement cette solidarité intergénérationnelle, le recours à la voix qui permet de mélanger des voix jeunes et des voix plus anciennes, plus seniors, nous a paru vraiment une idée tout à fait intéressante. C'est pour ça qu'on a plongé dans ce format avec beaucoup de plaisir et beaucoup de curiosité, puisqu'on ne l'avait jamais pratiqué. Et voilà, ça répondait vraiment à cet enjeu de rendre concrète, crédible et humaine la dimension solidarité qu'on voulait promouvoir. Et ça vient compléter un dispositif de communication beaucoup plus global qui fait appel à des leviers traditionnels, j'allais dire, qu'on a l'habitude de manipuler. Et Arnaud, c'est un choix au niveau du positionnement du podcast et des objectifs de communication qui est assez différent. Est-ce que tu peux nous les décrire? Oui, nous, en fait, ça répond d'abord à la remarque que nous font beaucoup de nos clients, qui est qu'ils ont l'impression de perdre leur temps dans les transports en commun. Ce qui n'est pas vrai. On se marre bien dans les transports. Voilà, on se marre. Non, mais il y a du contact, il y a plein de choses positives. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les gens nous interrogent sur ça en disant c'est barbant, c'est pas drôle. Donc, on fait beaucoup d'efforts sur la qualité des véhicules. On fait beaucoup d'efforts sur la ponctualité. Et c'est vrai qu'on se dit qu'on peut apporter une expérience différente. Donc, moi, j'aime beaucoup le côté fun. Je pense que quitte à passer 1 heure dans le bus, autant que ce soit un peu plus drôle. Et quand on a commencé un peu à réfléchir à ce que l'on pourrait faire avec Wave Audio, en effet, on a été tout de suite concentré sur le son parce qu'on peut imaginer pas mal de dispositifs. Bon, au final, avec les réalités techniques et opérationnelles, on est revenu sur le format du podcast, mais il y avait un peu cette idée de se dire le son laisse aussi la possibilité aux gens de s'approprier un peu l'histoire et d'imaginer les choses
alors que la vidéo, ils sont déjà tous sur leur téléphone non-stop à regarder les vidéos. Donc voilà, on pouvait peut-être apporter quelque chose. Et puis également, on a une autorité organisatrice, nous, le CIMOVE, qui est très attentive au fait de pouvoir apporter de la culture au public qui ne fait pas forcément l'effort d'aller sur les lieux culturels. Donc c'était important pour nous aussi de se dire, on peut jouer dans cette démarche avec un support assez drôle, qu'est le polar, et qui est donc Flashfinger. Ah ben voilà, donc je posais la question à Thomas. Thomas, si je te demandais de résumer vraiment le projet de podcast pour la Mutuelle Générale et le projet de podcast pour Arnaud, comment tu les labelliserais rapidement? Comment tu labelliserais chacun d'eux? Pour la Mutuelle Générale, c'est le contact au plus près, l'immersion dans les réalités de certaines situations liées à l'habitat, liées au travail, liées à l'engagement. Voilà, c'est des thématiques qui sont très fortes pour chaque podcast. Pour la fiction, c'est une forme de compagnonnage au long cours, c'est une sorte de matérialisation de ce que disait Arnaud à l'instant en termes de messages, de volonté oui, d'accompagnement des usagers. Donc on est aussi sur 2 temporalités différentes d'ailleurs. Il y a avec la Mutuelle Générale l'idée d'un podcast mensuel, donc ça dure et c'est une présence, il y a une dimension de rayonnement, on va dire, du message. Sur Flashfinger, c'est un temps qui est lié d'ailleurs à l'anniversaire du 15 ans du tram, quelque chose de festif, et beaucoup d'affichage, il y a des affiches sur le temps, il y a des flocages de tram et des affiches dans les bus. Voilà. Donc c'est 2 matières très différentes, 2 modes de contact très différents, mais c'est comme ça qu'on les a traités dès le départ. Et alors moi j'ai une petite question parce qu'il y a peut-être des communicants qui nous écoutent et c'est vrai que le podcast, à part la façon dont tu le racontes très bien Thomas, c'est pas évident, on n'a pas forcément d'image, de storyboard. Comment vous avez convaincu ou est-ce que c'était difficile de convaincre vos patrons de faire un podcast? C'est très compliqué en soi parce que voilà. non mais parce que nous-mêmes on a aussi du mal. Enfin moi le premier j'avais aussi du mal à me projeter. Alors c'est sûr qu'en s'appuyant sur les références de Wave Audio c'est plus facile. Après je pense que le prisme de l'innovation qui était pour nous hyper important et d'être le premier réseau de France à proposer une expérience sonore fait que très vite votre patron il dit ok go on y va. D'accord. Donc je pense qu'il faut jouer sur ce côté aujourd'hui de nouveauté. Après les gens seront plus familiers avec. Donc, on aura d'autres arguments, ce sera plus simple. Mais pour nous, c'était vraiment le côté innovant et les références de Wave Audio qui permettaient de vendre la solution. Et toi, Christophe, alors que les audiences, en fait, les tiennes, sont quand même très différentes de celles de voyageurs. De notre côté, même difficulté au départ, c'est-à-dire qu'on a besoin de vendre un produit qu'on ne connaît pas finalement parce qu'on n'a pas encore beaucoup expérimenté et qu'en entreprise, ce n'est pas encore le format dominant. C'est une difficulté aussi parce que c'est un support sur lequel on n'a pas grand-chose à montrer en amont. On n'a pas vraiment de maquette, on a un projet de storytelling, de narration, mais finalement, il y a peu d'éléments très concrets, créatifs, qui permettent de convaincre plus facilement. Donc, il faut vraiment le raconter. Ce qui était intéressant et qui nous a aidé à convaincre aussi, c'est le fait que ce produit-là s'inscrit vraiment en complémentarité avec tout le reste. Et quand on veut parler de la solidarité pour ce qui nous concerne, on a d'autres types de prise de parole. Par exemple, on a mis en place un observatoire pour travailler sur la cause des aidants, et notamment des aidants en entreprise. Donc cet observatoire nous permet de prendre la parole de façon, j'allais dire, un peu experte sur le sujet, parce qu'on produit des travaux de recherche, des études. Donc c'est une façon de prendre la parole sur les enjeux de solidarité entre les générations. Le podcast est venu compléter, enrichir en fait cette prise de parole avec quelque chose de beaucoup plus humanisé, beaucoup plus incarné. Et donc c'est aussi ça qui nous aide à vendre le sujet à nos directions générales. C'est le fait que ça vient s'inscrire en complémentarité de toutes les autres actions de communication qu'on peut faire. Dans un écosystème plus global. Dans un écosystème qui s'articule dans l'architecture de communication. Si on regarde un petit peu, Marion, la place du podcast dans la communication. Tout à fait. On pourrait se demander, est-ce que les auditeurs de podcast ont finalement envie d'écouter du podcast de marque? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont mûrs? Et moi-même, j'étais assez surprise, mais il semble qu'ils le soient. 87% des auditeurs de podcasts natifs, finalement, aimeraient bien en fait voir leur marque réaliser des podcasts. 78% des auditeurs, ils aimeraient bien en effet retrouver les marques qu'ils aiment bien et du coup pouvoir écouter des podcasts de
de marque. Et puis, en commentaire, on voit que 77% des salariés trouvent que finalement, ça améliorait l'image de l'entreprise de faire du podcast. Donc, c'est plutôt favorable, sachant que tous ces chiffres, finalement, vous pourrez les retrouver une fois qu'on aura fini le webinaire. Dans la conversation, on vous mettra un petit leaflet qu'on a réalisé et vous retrouverez tout ça. Merci beaucoup, Marie. Alors, on va passer au deuxième thème. Le premier, vous l'avez compris, c'est finalement de se dire, on a écrit ce webinaire de manière un peu relaxe et finalement, on a essayé d'avoir à la fois une écriture un peu candide, mais très sérieuse pour apporter des éléments de fond. Donc, le premier, c'est pas que cool de faire un podcast. Merci. Le deuxième, c'est finalement de se dire, ah, mais en fait, il faut écrire des choses quand on fait du son. Donc là, je me tourne vers Thomas parce que finalement, les deux podcasts dont on parle, Flashfinger et Entre eux et nous, sont des podcasts assez ambitieux. Et donc, je voulais que tu nous parles un peu de ce sujet de l'écriture, puisque Marion a parlé de témoignages, de fiction. Quelle place ça prend? Comment vous y réfléchissez? Quelles sont un peu les exigences, puisque ça porte aussi la qualité et l'ambition finalement du produit au final. La question de l'écriture, elle est un peu tout le temps là. C'est-à-dire que d'abord, on écrit les projets, et donc à un moment donné, donc c'est face au papier, et se dire voilà comment ça se raconte, comment ça se présente. Donc d'emblée, il y a ça. Après, il y a l'écriture à l'intérieur du format lui-même, une fois qu'on a défini un peu dans quelle direction on allait. Et dans une démarche documentaire, par exemple, assez vite dans la discussion avec la Mutuelle Générale, il y avait la question de la place de l'expert ou l'experte en complément du terrain. Et donc, créer comme ça du relief dans un même format d'une douzaine de minutes, d'une quinzaine de minutes, entre d'un côté le terrain, la part documentaire au sens plus strict, mais avec l'idée d'emblée de créer du relief, avec une interview à part, en dehors de ce terrain, dans un endroit neutre symboliquement, avec quelqu'un qui vient compléter, confirmer ce qui a été entendu par l'exemple, on va dire. Ça, c'est de l'écriture. C'est de l'écriture sonore, c'est de l'écriture. Voilà. Ça, c'est effectivement une dimension d'écriture. Après c'est d'abord de l'oral, mais ça devient très vite de l'écriture. Après, il y a une dimension d'écriture sonore au sens plus général, où on propose, nous, de la musique, de l'habillage sonore, du design sonore. Ça, c'est aussi de l'écriture. Donc, il faut l'adapter aux propos. Il faut travailler avec des compositeurs, des compositrices. Il faut travailler avec des gens qui seront dans la cohérence globale du projet. Mais de la même manière que quand on travaille sur une fiction, assez rapidement, on se dit quel type de comédien, de comédienne pourrait être les têtes d'affiche. Voilà. Et ensuite, évidemment, quand on parle de fiction, on se dit qui va écrire Flashfinger. C'est un auteur de polar qui est édité au Seuil, qui s'appelle Jackie Schwartzman, qui développe aussi des scénarios de bande dessinée, des scénarios de séries et de films de cinéma, qui n'avait jamais fait de son, mais à qui, d'abord avec qui on a beaucoup discuté et à qui on faisait pleinement confiance parce qu'on savait qu'il avait le bon ton. Et ça aussi, ça fait partie de l'écriture d'emblée, dans les échanges qu'on peut avoir, pour ensuite le développer. Et donc après, il y a là, en l'occurrence, des échanges avec un scénariste, comme on en a, je pense, dans d'autres domaines, et qui est de faire des premières versions. Notamment, là, il s'agissait, c'est quelque chose qui a été écrit en période Covid. Donc, il fallait quand même qu'il s'immerge un petit peu dans la vie de Valenciennes, Jackie Schwartzman qui habite à Besançon. Donc, pour les versions après la première version, il y est allé et il a intégré évidemment des éléments qui enracinent l'histoire dans Valenciennes. Et nous, après, toujours histoire d'écriture, il y a du son des transports en commun de Valenciennes à l'intérieur de la réalisation, évidemment. Oui, vous êtes allé chercher cet univers sonore. La matière sonore, pour que aussi, alors ça s'écoute, Flashfinger s'écoute de partout, mais à destination quand même des Valenciennois. En premier lieu, il fallait quand même qu'ils se reconnaissent et que le son du tramway, le son de la porte du bus qui s'ouvre ne soit pas un son lambda venu d'ailleurs. Il fallait quand même le tourner sur place et c'est ce qu'on a fait. Et je me tourne vers Christophe parce qu'on parlait par rapport à ce podcast Entre eux et nous, de rendre sensible en fait ce thème qui est finalement la solidarité intergénérationnelle. Ça peut paraître un petit peu abscon, donc il fallait aussi lui donner de la sensibilité. Et le point de la journaliste, du rôle qu'elle a eu, je pense en particulier à un épisode sur la transmission autour du thème de l'écologie. Est-ce que tu peux en dire un mot? Est-ce que c'est quelque chose qui a donné de la force?
et de la puissance à ce podcast. Oui, je crois que c'est essentiel. Ce que disait Thomas, la qualité d'écriture est vraiment un des éléments clés dans la réussite et dans la qualité d'un podcast. Là, en effet, nous, on avait besoin de montrer la complémentarité, la complicité entre les jeunes et les vieux, pour faire simple. Et donc, ça passe évidemment par la voix. Et la voix, on la reconnaît assez facilement, et on l'identifie assez facilement. Et c'est vrai que sur l'exemple que tu évoques, Laurence, on avait besoin de montrer finalement d'une certaine façon que l'engagement pour la planète, ce n'est pas que le fait des jeunes générations qui sont engagées pour la planète, mais les générations plus anciennes ont pu l'être aussi. On voulait montrer cette complicité dans une même famille entre un grand-père qui a toujours fait de l'écologie et du militantisme, et finalement ses petits-enfants ou son petit-fils qui a la même démarche finalement. Et c'était extrêmement important dans l'écriture, en effet, d'arriver à montrer cette complicité et d'avoir la capacité de la journaliste aussi à faire sortir le meilleur des intervenants pour qu'on ait vraiment ce climat de confiance et d'échange sincère entre les uns et les autres. C'était vraiment intéressant. Et pour compléter ce que disait Thomas, c'est vrai que le point de vue de l'expert, c'est aussi une valeur ajoutée supplémentaire dans le podcast, parce que ça permet de remettre un peu en perspective ce qui a été dit avec les tripes par les uns et les autres. Et du coup, ça enrichit encore la compréhension qu'on a du sujet. Ça refait prendre du recul par rapport à une immersion. Et Arnaud, sur l'écriture, parce qu'une fiction, un polar, finalement, je n'est pas sûr que tu sois forcément aguerri à cette littérature. Comment on fait confiance à l'auteur? Comment est-ce qu'il y a d'ailleurs, ça vaut pour tous les deux. Je sais comment ça s'est passé, mais est-ce qu'il y a des validations? Est-ce que vous regardez chaque mot? Comment ça se passe? Non, alors moi je faisais, j'ai fait confiance vraiment à Web Audio sur le choix. Quand j'ai eu la première version, j'ai eu alors pour être honnête, il y a un petit détail qui m'a gêné, c'est qu'au départ, c'était un pickpocket. J'ai dit, si l'histoire commence avec une pickpocket dans le tram, merci le cliché. Merci voilà, on se bat contre ça, donc l'auteur a modifié les choses et c'était très bien. Mais il manquait en effet la touche valenciennoise. Et ce que disait Thomas, c'est qu'au départ, ça a été écrit au tout début du confinement. Donc, on lui a montré Valenciennes via Teams. Donc, autant dire que c'est quand même pas simple. Et en fait, il est venu pendant 2 jours. On était encore en couvre-feu, mais il est venu pendant 2 jours. Et en fait, il a été pris en charge par les équipes contrôle, marketing. Il a eu une visite complète. Et moi, tout à l'heure, on parlait de la position de la marque. Franchement, je ne demandais pas à ce qu'on nous cite régulièrement, qu'on nous mette en avant. Mais en fait, l'auteur, finalement, de lui-même, a décidé de venir intégrer des éléments forts, comme notre responsable sécurité qui joue son propre rôle dans le podcast. Donc, il n'y a plus de pickpocket, parce qu'il fait très bien son boulot. Voilà, c'est ça. Et ça a permis de donner une vraie force à la marque sans que nous, on le demande. Parce qu'en fait, l'auteur a été pris là-dedans. Et après, on voulait juste que ce soit assez grand public. On veut s'adresser aussi bien à des lycéens qu'à des seniors. Donc voilà, et l'auteur a trouvé le bon juste ton. Je trouve, enfin, franchement, après, on n'a pas fait de remarques particulières. C'était plutôt cool. Ouais, c'est pour ça. Je voulais confirmer. Le mieux, peut-être, c'est d'écouter. Peut-être. Peut-être. Non. Alors, désolé, il y a un problème de son.
Un vrai teaser, parce que je crois qu'on avait rien entendu. Ouais, voilà, Ouais. c'est le principe du teaser. Poussé à l'extrême. C'est ça. Si vous n'avez pas entendu, c'est vraiment. Dommage. Il faut appuyer sur play. De mon côté, ça fonctionne. Ah, merci. Alors, Est-ce que vous voulez qu'on le repasse ou... bah ouais, ce serait bien, mais on réessaye et puis n'hésitez pas à hurler. A priori, il y a un truc pour moi. qui doit. Alors, manifestement, il y a plein de trucs et astuces, il y a des tips qui Ouais. arrivent de partout. Donc, vraiment navré pour ceux qui n'arrivent pas bien à écouter ou à entendre. Et si vous pouvez suivre les tips qui sont dans la conversation, Et c'est ça. bon, ce serait Et bien. sinon, on les remettra évidemment dans la conversation. On On mettra voulait- les liens des teasers. Juste en transition par rapport à ce sujet justement de la place de la marque, on a entendu, ou en tout cas même on a vu sur le visuel que finalement la Mutuelle Générale s'adosse à ce podcast tout en étant là, mais en laissant la place aussi à la démarche éditoriale et à la démarche du podcast. Il y a ce choix qui a été fait. C'est une vraie question, effectivement, sur laquelle on a beaucoup tergiversé avec l'équipe, Wave Audio, ici Barbès, parce qu'à la fois, on a envie de faire figurer notre marque, évidemment, c'est pas le dire comme qui va dire le contraire, mais en même temps, on sait bien que plus on affiche la marque et plus on dégrade un peu la notoriété journalistique, on va dire, telle qu'elle est perçue du produit. Donc, il fallait trouver le bon compromis. On a quand même fait figurer sur le visuel du podcast un tout petit logo de la Mutuelle Générale. Et puis, on a demandé cette mention pour préciser que c'était fait en partenariat avec la Mutuelle Générale. Ça nous a paru le bon compromis. Bon, mais je ne sais pas si demain on refera pareil. Mais c'est une vraie question à se poser, en fait. Savoir comment on positionne la marque. En effet. Alors, on va découvrir l'univers de Flashfinger qui est complètement différent. En espérant que, Voilà. donc n'hésitez pas. Du tout le monde, hein, dans C'est le vrai Michel Jonas? Ah oui, oui, Non, mais oui, c'est des oui, sacrés oui. acteurs. Hein. Parce que Fanny Sidney, Ah oui, ça c'est Wave Audio qui a sélectionné les acteurs. Fanny Sidney qui joue dans la série 10%, Michel Jonas, on ne cite plus, hein, tout le monde connaît, et puis Mehdi Sadoun qui était dans plusieurs comédies. Et
Et les trois vont très bien ensemble. Ça fait trois très beaux personnages, en effet. Alors, on va écouter ces deux podcasts dans leur intégralité. On y reviendra tout à l'heure. Enfin, pas maintenant, hein, vous les écouterez. Là, Est-ce que vous avez un peu de temps devant vous? Une petite blague. On va pas faire ça maintenant, mais vraiment, je vous encourage à aller sur les plateformes. On y reviendra où ces podcasts sont disponibles. Autre question, là encore avec la candeur qui me caractérise, le podcast, c'est encore plus simple que la vidéo parce qu'il n'y a pas d'image. C'est vrai qu'on a un peu tendance à se dire ça, à se dire c'est peut-être facile, ça ira peut-être plus vite, on va pouvoir gagner du temps. Thomas, comment tu réagis à cette question? Est-ce que vraiment, finalement, c'est si simple que ça quand on veut faire quelque chose de qualité et à hauteur de la qualité de ce qu'on vient tous, presque tous, d'entendre. Non, évidemment, quand on veut faire de la vidéo de qualité ou du son de qualité, les problématiques sont, je pense, assez similaires. Il faut réunir les bons talents, faire la bonne composition au départ. Enfin, voilà, la grammaire est pas la grammaire en termes de conception, d'idéal de conception n'est pas forcément très éloignée, je pense. Après, moi, ce que j'entends dans cette question-là, c'est comment ça se consomme. Où, avec quelle pérennité. Et moi, j'ai l'impression que parce que justement, comme disait Arnaud tout à l'heure, on n'est pas concentré sur de l'image, on peut regarder un peu ailleurs, on peut parfois quand même faire d'autres choses en même temps, se déplacer en particulier. Bon, maintenant, on peut se déplacer dans la vidéo aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a cette légèreté-là dans l'écoute qui n'est pas forcément. On va dire, l'image prend toute la place, vraiment. Le son, non, et permet que dans la place qui reste, la présence dont on parlait tout à l'heure, le son amène de la présence, la voix amène de la présence. Et on en profite vraiment, on met de l'immersion aussi dans les situations, on en profite vraiment parce que, en tant qu'auditeur, en tant qu'écoutant, on a nous-mêmes de la place pour exister. On peut projeter un visage, même si c'est pas le bon, à partir d'une voix, et comme ça, on s'approprie aussi le podcast, on s'approprie l'émission, on s'approprie l'interview. Et en tout cas, moi, c'est une des choses qui me fascine depuis que je fais du son, c'est ça, c'est cette proximité avec ce qu'on nous propose, cette présence. Et je pense que l'image qui amène d'autres choses ne permet pas, n'a pas cette force-là à cet endroit-là. Voilà. Ça ne répond pas exactement à la question, c'est plus simple ou plus compliqué. Non, mais je peux pas... en fait, la question, elle était justement qu'est-ce que tu mets derrière quelque chose qui peut apparaître, c'est ce qu'on peut tous penser, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On met des micros et on se dit, voilà, je vais appuyer sur un bouton et je vais faire un podcast. Donc, évidemment, elle était un petit peu provocatrice pour se dire, qu'est-ce qu'on met derrière un podcast dans ce qu'il a envie aussi, comme l'image, hein, de faire vivre aux gens, de provoquer comme sentiment, comme rapport au temps aussi, comme émotion. Il y a une chose qui est aussi la différence entre la consommation de l'image sur son téléphone et la consommation du son, c'est qu'on peut choisir de fermer les yeux, on a du mal à fermer les oreilles. C'est-à-dire qu'il y a aussi une responsabilité de qui propose le son, parce qu'on est d'emblée dans une forme de proximité immédiate, d'intimité. C'est-à-dire que une des particularités du podcast par rapport à la radio, c'est que je choisis moi d'écouter, et je suis seul à écouter au moment où je l'écoute, même si un podcast a beaucoup de succès, on est à peu près sûr d'être seul à ce timing-là de ce qu'on est en train d'écouter. Et donc, on me raconte à moi. Et cette proximité, cette intimité donne une force aussi au message et, évidemment, de l'autre côté, une responsabilité pour ceux qui fabriquent et qui imaginent. C'est quoi le bon mix justement pour provoquer des sentiments? Donc vous avez choisi plutôt de faire un peu marrer quand même. Oui. Ouais. Oui, parce que les transports en commun, ça doit avoir un côté un peu fun. Ça, je le répète. Et c'était important d'avoir ce ton un peu décalé pour que ça puisse parler à tout le monde. J'ai une collaboratrice qui me disait qu'elle l'a mis dans la voiture avec ses deux enfants qui ont 10 ans. En gros, pour une fois, ils ont été calmes pendant tout le voyage. Quelle histoire. Donc voilà, ça marche. Alors qu'on était plutôt, nous, 35 ans, 40 ans en termes de public. Finalement, c'est ça l'avantage, c'est que ça plaît un peu à tout le monde. Et puis après, pour tous ceux qui connaissent Valenciennes, vous allez trouver plein de petites anecdotes qui amèneront ce petit sourire, en fait, qui vous diront, tiens, on est en train de me parler
Et comme le disait Thomas, le fait d'avoir pris du son, vous avez le vrai son du tramway, vous avez les vrais messages du tramway. En fait, ça donne aussi envie d'aller réécouter l'histoire à l'intérieur dans les véhicules. Et moi, en tant que directeur marketing, j'avoue que si j'arrive à capter de nouveaux clients qui aujourd'hui sont dans leur voiture ou à pied et qui ne veulent pas aller dans le transport en commun et qui se disent, tiens, après tout, samedi, je vais aller vivre l'expérience, ben, moi, je suis plutôt content, c'est-à-dire que j'ai gagné de nouveaux clients, quoi. Oui, c'est ça, c'est un peu ça qu'on a envie de dire, c'est quand même de mettre de l'émotion, du sentiment, de la connivence à ce point à travers le son et donc sans montrer d'image. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'alchimie qu'il faut réussir. C'est aussi le cas pour le podcast Entre eux et nous, à travers justement à la fois ces échanges de voix. Mais Christophe, je te laisse commenter. Oui, tout à fait. Nous, on était sur des registres différents. En effet, on a pu jouer la corde de l'émotion parce que finalement, c'est ce qui était intéressant en donnant la parole à des seniors et à des plus jeunes. Mais c'est fondamental. Donc, on a essayé que ce soit à travers le thème du logement intergénérationnel, de l'extrait qu'on a entendu dans le teaser ou à travers les enjeux de transmission de savoir en entreprise, par exemple. On a essayé vraiment de se placer sur le registre de l'émotion. Et c'est aussi pour ça que le contrepoint avec la parole experte en deuxième partie de podcast est intéressant parce qu'elle apporte autre chose aussi. Donc c'est vraiment intéressant. Et est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est Marion, qu'est-ce que tu en penses pour produire un petit peu les deux types de supports en termes de temps? Quels sont les arguments ou la différence finalement? C'est vrai qu'on pourrait se dire on va gagner du temps parce qu'on ne va pas forcément avoir de repérage à faire, mais en fait, si, il y a du repérage, comme tu l'as dit, pour faire du son. On se dit que forcément, il n'y va pas avoir de question de droit à l'image, mais en fait, il va y avoir d'autres droits à gérer parce qu'il y a des voix, il y a des gens, il faut les trouver, ces gens. Enfin, donc, c'est quand même un long travail. On peut se dire que ça va être un planning plus rapide parce qu'il n'y a pas de montage. En fait, si, il y a du montage. Enfin, en fait, donc, au final, je pense que toutes les étapes sont un petit peu plus courtes, mais ce qui est le plus long, je pense que c'est l'amont, parce qu'en fait, on est vraiment dans une image mentale, en fait. Enfin, on n'a rien à faire valider, c'est ce que vous disiez vis-à-vis aussi de la direction, de qu'est-ce qu'on va écouter, on ne le sait pas encore. Donc, il faut beaucoup finalement cadrer ce démarrage pour quand, une fois qu'on écoute pour la première fois la V1, et on soit finalement hyper en adéquation avec ce qu'on avait imaginé et posé. Et donc, c'est cet amont qui va prendre du temps pour que tout le monde soit satisfait et que la qualité soit rendue. Et donc, quand tu as écouté la première fois le podcast, le premier épisode, est-ce que tout d'un coup, tu t'es dit, ça ressemble à ce que… Je me suis dit, waouh. Je me suis dit, waouh, j'étais hyper contente parce que j'osais peut-être même pas espérer, c'est Christophe après qui pourra aussi le dire, mais en tout cas, j'étais vraiment très contente de la qualité parce que on avait on pensait peut-être à d'autres podcasts dans le même registre, dans des podcasts documentaires, et puis je me suis dit, waouh, on fait ça et c'est au rendez-vous, quoi. Et est-ce que Thomas, comme il y a pu y avoir un effet avec la vidéo, enfin nous en tout cas on l'a beaucoup entendu, je veux une vidéo à la brute, est-ce que… Il y a des formats comme ça. À la brute ou à la combini, parce que c'est pareil, on nous demande ça. Est-ce que de la même manière, il y a comme ça les 2 ou 3 podcasts où on se dit, tiens, je voudrais un podcast comme celui-là. Je voudrais faire comme… Je n'ai pas le souvenir, en fait, vraiment, parce que je pense qu'il n'y a pas encore eu le… Si, il y a des modèles, mais… Pardon? Les radios, oui, c'est ça. Bon, il y a les Pieds sur Terre à France Culture et puis Arte Radio qui sont les… Mais qui eux-mêmes à l'intérieur, enfin, il y a des écritures différentes à l'intérieur de ces espaces-là. Donc, c'est plutôt… On amène des références, on amène aussi des gens qui ont une expérience par ailleurs et qui amènent un type d'écriture. Effectivement, il n'y a pas de script en amont ou pas vraiment parler de ça. Il y a plein de choses pour se donner des références et parce qu'effectivement, quand on commence à tourner, tout est balisé. Enfin, on sait où on va. Donc, que ce soit du documentaire ou de la fiction. Mais on n'a pas. Donc, on amène des références.
Mais en face, on est encore dans une période où je pense justement il n'y a pas encore eu la killer app du son qui ferait dire voilà c'est ça qu'ils font. Mais je pense je suis pas sûr qu'elle existera. C'est-à-dire qu'il y aura des espaces encore qui se développeront et qui feront référence, mais produire la minute comme l'autre minute, etc. Est-ce qu'on ne te demande pas du transfert? Ben, c'est un format, c'est un podcast qui a bien explosé sur le témoignage. Il se trouve que l'écriture de transfert est une écriture podcast qui vient des États-Unis, qui est une écriture où c'est du témoignage sans médiation de journaliste, même s'il y a un travail évidemment de montage, de questionnement, etc. Mais c'est un gros travail d'écriture aussi avec les témoins. Et ça, cette écriture-là, c'est une écriture podcast qui a émergé, je dirais, depuis les États-Unis autour de 2015 et qui est une forme de référence effectivement. This American Life de la NPR aux États-Unis, c'est ce type d'écriture-là qui est très, à mon avis, très américaine parce qu'il y a une capacité à se raconter et à faire le storytelling de soi-même qui est assez partagé culturellement aux États-Unis, c'est moins le cas en France. Mais néanmoins, il y a des réussites qui transfèrent. Les Pieds sur Terre aussi ont fait des choses dans cet ordre-là, à France Culture. Donc, on va dire que c'est une référence partagée, mais en tout cas, c'est peut-être que ça existe par ailleurs, mais moi, on m'a jamais dit de faire à la transfert. Par contre, d'avoir des gens qui savent faire émerger la parole, émerger le témoignage sans forcément se mettre en avant, qui recroisent une tradition plus française du documentaire. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut nous demander. Et nous, c'est presque naturellement les gens dont on va valoriser le savoir. Mais moi, je me souviens de t'avoir dit faudrait faire un peu comme Interception sur France Inter. Ah oui, c'est vrai. Je suis la première coupable. Tu te rappelles? Oui, absolument. Donc, tu vois, je pense qu'on a quand même des univers de référence et on a facilement tendance. Et je pense que ça doit être aussi vrai pour les voix. Tu vois, toujours à France Inter, on parlait de ça avec Fabrice Drouel. Je voudrais quelqu'un qui parle comme Fabrice Drouel de France Inter. Peut-être qu'il y a ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la duplication en fait d'un format. Je pense que c'est pas encore dans les référents et c'est encore très exploratoire. Et je pense que c'est ça qui est vraiment, vraiment très intéressant aussi encore sur le podcast. Finalement, on a deux podcasts dont on parle depuis tout à l'heure, encore je le redis, et c'est vraiment en toute objectivité, mais vraiment en plus de grande qualité. Mais évidemment, la question, c'est la question de l'audience, de vos audiences, d'être au rendez-vous de vos audiences. Est-ce que là aussi, question un peu candide, finalement, je vais aller, où est-ce que je vais mettre mon podcast et est-ce que je vais juste aller appuyer sur un bouton et attendre? Alors, est-ce que vous pouvez nous développer un peu? Je vais commencer par Christophe, sur la façon dont vous avez cherché vos audiences et dont vous avez diffusé, mis à disposition ce podcast et peut-être été chercher un peu plus que d'attendre pour l'écoute. C'est un sujet compliqué parce qu'on le connaît mal et on ne savait pas bien où aller chercher les audiences, donc on s'appuie sur les experts que vous êtes là-dessus, mais je crois que c'est effectivement, il ne suffit pas de diffuser, d'attendre qu'on l'écoute, sinon ça ne marche pas. Donc il faut mettre en place l'équivalent d'un plan média, comme on peut le mettre pour de la publicité classique, un plan d'amplification également, pour être sûr que, au-delà de positionner le podcast sur les différents agrégateurs de podcasts, être sûr aussi qu'il y ait des moyens d'aller toucher des auditeurs différemment. Donc nous, pour ce qui nous concerne, on a mis en place un plan d'amplification qui reposait beaucoup sur l'écosystème du Figaro, parce que ça nous paraissait pertinent par rapport à notre cible et par rapport au thème qu'on voulait aborder. Après, en termes d'écoute, d'usage, encore une fois, c'est assez compliqué à évaluer pour savoir si on a bien performé ou pas. On a eu, je crois, pour l'instant, le plan d'amplification n'est pas complètement terminé, mais on a dû avoir à peu près 2000 écoutes sur notre podcast. Bon, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on accompagne la diffusion du podcast dans l'écosystème du Figaro, par exemple, on arrive à avoir 10 fois plus de vues du rédactionnel qu'on produit autour du podcast. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui vont l'écouter, mais ce sont des personnes qui sont exposées à nos messages et à notre produit, qui peuvent avoir envie d'écouter ou pas. Donc, ça complète le dispositif. Et puis, l'autre élément pour ce qui concerne notre podcast, en tout cas, c'est que
c'est pas un produit d'actualité, c'est un produit froid. Donc, on peut aussi miser sur les différents épisodes de la série qui vont sortir au fur et à mesure pour relancer l'intérêt autour des premiers épisodes. On est sur un produit qui peut durer assez longtemps parce que les sujets qu'on évoque d'intergénérationnel sont des sujets relativement pérennes. Et puis, dernier point peut-être, c'est qu'évidemment, quand on produit un podcast, ben, on le valorise dans tout notre écosystème de communication, sur tous nos médias. Donc, ça veut dire concrètement que nous, on le valorise bien sûr en interne auprès des collaborateurs, on le valorise auprès de nos adhérents à l'occasion des emailing qu'on peut leur envoyer ou des interactions qu'on peut avoir avec eux. Donc, on essaie vraiment de capitaliser un maximum sur ce produit pour exposer toutes nos audiences à ce produit. Et est-ce que vous avez eu des réactions en interne? Est-ce que... Pas énormément. Pas énormément. Pas énormément. Non. Mais les gens réagissent peu quand ils aiment, ils réagissent surtout quand ils n'aiment pas. On va se consoler en se disant que c'est un bon signe. C'est comme pour nous. Et Arnaud, donc effectivement, un podcast à valeur assez événementielle. Comment vous l'avez poussé? Comment vous l'avez fait connaître? Ouais, c'est vrai que nous, on est dans une autre approche. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'était vraiment de faire un focus. Alors, en fait, on a utilisé le meilleur média qui existe, c'est-à-dire nos véhicules, en fait, qui traversent l'ensemble du territoire. Donc, on a en effet 2 trams qui sont complètement floqués. On a 600 affiches dans l'ensemble du parc véhicule. On a 10 bus habillés. Voilà, on a 15 stations qui sont habillées. Enfin, on a envoyé du lourd. Nos clients sont habitués à ce qu'on fasse des gros coups comme ça. Ça vient dynamiser un petit peu la ville. Après, surtout, ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui, ça devient le podcast du réseau de transport qui devient le podcast du territoire. C'est-à-dire que les offices du tourisme sont en train de se l'approprier, donc font de la diffusion. Les médiathèques sont en train de se l'approprier pour faire de la diffusion, pour amener justement les jeunes à lire ensuite derrière. Donc voilà, ça se développe tout doucement. Ça infuse. Ça infuse. Et comme ça parle du territoire, les gens sont ravis. Et puis, on a fait un gros coup de relations presse. Parce que pour nous, ce qui est hyper important, c'est qu'on arrête de parler des problèmes. Hein, c'est comme la SNCF, on parle que des trains qui arrivent en retard. Et là, on voulait vraiment avoir un temps de parole où on montre qu'on fait d'autres choses, on propose d'autres choses. C'est du positif. Donc, notre autorité organisatrice était ravie de pouvoir s'exprimer là-dessus. Donc, on a eu un gros relais local et national. On est assez fiers d'avoir été cité sur France Inter. Donc voilà, ça c'est la petite fierté personnelle. Mais oui, pour nous, c'est important. Et les gens, en fait, nous, on a mis des QR codes. Donc, en fait, il suffit de scanner dans les véhicules. Tout le monde peut écouter le podcast parce que c'est sur la plateforme Newbooks. Mais c'est quoi cette plateforme? Alors, c'est une plateforme je ne connaissais pas, c'est Wave Audio qui nous l'a proposé et qui permet de bien concentrer, en fait, l'écoute à un endroit. Si on le fait sur multiples plateformes, c'est trop compliqué. En fait, les gens se perdent. Donc là, on a fait le choix, un QR code qui envoie une seule adresse sur une seule plateforme et ils ont le contenu gratuitement pendant 1 mois. D'accord. Thomas, les plateformes de diffusion, c'est 2 choix aussi différents. D'abord, quelles sont ces plateformes? Et ce que Christophe et Arnaud évoquaient, la valeur finalement de levier RP du podcast. Est-ce que tu peux aussi nous dire un peu tes convictions autour de tout ça? Alors, dans l'ordre. Sur Ubooks, qui est une plateforme de livres numériques, et qui développe depuis quelque temps le son, toujours dans une logique littéraire. Et c'est pour ça que le fait d'avoir un polar écrit par Jacques Schwartzman, auteur au Seuil, et chez Dargaud, il y avait une grande cohérence, et qui effectivement intègre maintenant Flashfinger à l'intérieur de son catalogue en diffusion gratuite pendant 1 mois, pendant toute la durée de l'opération à Valenciennes. Donc c'était un partenaire pour propulser vraiment la série, c'est une série, Flashfinger. La question d'amplification, la question de faire savoir, la question du RP, nous, ce qu'on essaie de faire à chaque fois, en fonction des projets, en fonction des interlocuteurs, en fonction des besoins, encore une fois, c'est de proposer une boîte à outils. Il y a quelqu'un chez nous qui s'appelle Bergamote Barbiel-Fort, qui s'occupe du marketing digital et qui
et qui va chercher, proposer effectivement des opérations RP un peu classiques, mais aussi des partenaires médias en trouvant le bon média, qu'est-ce qui peut relayer en fonction de l'univers proposé, en fonction des messages. Il y a la question de la promotion sur les plateformes, effectivement, parce que dans le cas comme dans Entre eux et nous, la production est sur toutes les plateformes, dans une logique aussi d'infusion, diffusion, l'idée que le message, effectivement, sur le temps long, continue d'exister. Donc là, la stratégie d'être sur une multitude de plateformes est bonne. Et donc, il y a aussi maintenant des plateformes qui sont des interlocuteurs pour nous, studios de production, qui peuvent acheter aussi en exclusivité. Tu peux les citer, les plateformes Ah oui, alors Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, mais qui, là, elles sont moins des interlocuteurs, encore que Apple propose des corners payants, donc ce sont des interlocuteurs aussi pour les studios. Voilà, après, il y en a. On dit que YouTube est de plus en plus une plateforme. Alors, YouTube est un mode de diffusion, effectivement, parce que à condition de mettre un petit peu d'image. On a mis là les teasers qu'on a entendus ou pas, mais en tout cas, on voyait qu'il y avait quelque chose qui bougeait. C'était une forme d'animation. Et donc là, ça permet de diffuser aussi sur les réseaux sociaux. Grosse question aussi, comment faire exister un podcast sur les réseaux sociaux où ce qui circule est d'abord de l'image, animée. Donc ça, c'est pareil. Il y a des solutions, ces teasers en partie, qui se trouvent et qui s'adaptent. Voilà. Donc, à propos des plateformes, on est dans une période là où les plateformes, dans un premier temps, étaient plutôt une sorte de accueillir bien volontiers tous les podcasts avec l'idée de faire du volume. Et petit à petit, maintenant, cherchent à se différencier et donc à avoir des productions en original, des podcasts originaux. D'accord. Comme on dit, Spotify Originals ou Deezer Originals. Enfin, c'est donc là qui initie des productions ou achète des contenus. Très bien. Comme on ne va pas tarder à évoquer une question un peu, voilà, que tout le monde aime bien évoquer, c'est la question des sous. Et comme on parlait justement de la promotion et de l'amplification, est-ce qu'il y a un rapport à imaginer entre la production d'un podcast et ce qu'on doit mettre sur son amplification, comme quand on fait un plan média pour une campagne de pub, par exemple? Je ne sais pas s'il y a encore des normes ou des canons en la matière. Je sais que sur une production Deezer, Deezer a déjà fait de la publicité télé pour une série podcast. Donc, évidemment, le budget est infiniment supérieur à la production elle-même du podcast. J'ai tendance à dire que à partir de... C'est très schématique, mais à partir de 2 tiers du budget de production, on commence à faire des choses intéressantes, on va dire. Mais il faut le penser d'emblée, effectivement. À partir du moment où l'éditorial est un peu arrêté, très vite, nous, on essaie d'avancer ces questions d'amplification qui sont essentielles. C'est vraiment, voilà, les podcasts, c'est la jungle des podcasts. Mais après, il y a des choses aussi de l'huile de coude et puis oui, vous avez surtout d'essayer d'imaginer, en effet, comment la marque, tous ces supports, ces médias propriétaires, quels qu'ils soient, sur les réseaux sociaux, qui ont déjà leurs audiences, comme on peut développer, en effet, un peu en organique aussi. Mais c'est vrai qu'on a besoin de mettre un petit ticket. Mais après, la question de la réception et du succès, de l'écoute, se dessine aussi à partir du moment où on réfléchit à la récurrence de la série. Et c'est vrai que un podcast tous les 3 mois aura beaucoup plus de mal à fidéliser une audience par rapport à un podcast hebdomadaire. Après, évidemment, là encore, on entre dans des questions et de budget de production, mais aussi d'écriture. Comment écrire plus léger, mais pour être présent plus souvent, par exemple. Et est-ce que, par exemple, Christophe, avec le plan d'amplification, mais aussi l'idée qu'effectivement, on a raisonné en série, donc on va avoir là une série complète, en tout cas sur un premier volet. Voilà, est-ce qu'on peut Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question du temps long, de l'appropriation, peut-être? Probablement, non. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le podcast devient vraiment un actif dans la panoplie d'actifs de communication de l'entreprise. Et c'est un actif qui est relativement pérenne, donc c'est intéressant. Et en effet, je pense qu'on peut les ressortir dans 2 ans, dans 3 ans, ce ne sera pas gênant. Donc, on va continuer à
à produire des épisodes, en faisant évoluer un peu les thèmes, évidemment, pour ne pas raconter toujours la même chose. Mais je crois que le côté série a aussi son intérêt en tant que tel, quoi. Donc vous êtes prêt à y retourner? On verra, Laurence. Elle commence à négocier. Arnaud, c'est une aventure à refaire? Oui, c'est une aventure qui est à refaire. Je pense qu'on va les penser différemment, mais il y a déjà des projets en discussion avec d'autres partenaires sur d'autres approches. Je pense que nous, en tout cas, actuellement, notre position, ce sera plutôt de réutiliser ce type de support, mais dans un autre contexte pour recréer un nouvel événement. On sera moins sur une durée du temps long, quoi. D'accord. Alors, sur l'aspect financier, Sur l'aspect est-ce qu'on financier, peut donner, chiffres. donner des chiffres? Est-ce que c'est toujours un peu hasardeux? Parce qu'on a vu que là, c'était des productions et des projets ambitieux. Est-ce qu'on a quand même des fourchettes à donner? On a des fourchettes qui forcément Allez, on dépendent, se lance, mais qui dépendent forcément de l'ambition, de la quantité. Est-ce qu'on est sur du one-shot ou est-ce qu'on est sur une série? Est-ce qu'on est sur des formats courts ou longs? Donc forcément, ça va... Et sur quelle typologie? Clairement aussi de format et de podcast, parce que entre de l'interview, entretien, on va être autour de 5 000 € l'épisode, je te donne un chiffre. Alors que sur du documentaire, on peut commencer à parler autour de 10 000 €, alors que la fiction sonore, c'est encore plus, on va aller plutôt vers de 15 000 € et c'est aussi en fonction du degré qu'on met et ça, c'est forcément dans un dialogue entre Wave Audio, nous et la marque, parce que forcément, c'est à discuter et toujours dans cette projection de cette image sonore, de savoir où on veut aller ensemble. Voilà, c'est des chiffres, des fourchettes de prix. Et après, ce que tu disais, Thomas, c'est que il y a l'enveloppe, on va dire, à l'unité, il y a l'enveloppe après globale, mais il y a aussi toute la partie amplification qui est quasiment, en effet, la moitié du 50-50, voire plus en fonction de l'ambition pour trouver son audience et la rencontrer et être immergé dans cette quantité de podcasts. Avec un risque supplémentaire, si je peux me permettre, qui est que déjà sur beaucoup de produits de communication, on a toujours autour de nous et dans les entreprises des personnes qui ont l'impression qu'elles pourraient faire aussi bien notre boulot que nous-mêmes. Sur le podcast, le réflexe est encore plus naturel parce qu'il n'y a pas d'image, c'est que du son. Donc finalement, on peut avoir certains esprits qui considèrent que il suffit de mettre un micro. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est des produits très basiques, finalement, il n'y a pas de raison que ça coûte de l'argent. Et donc, il faut aussi qu'on lutte un peu contre ça si on veut être dans du podcast natif de qualité, parce que c'est un vrai produit de communication qui doit mériter toute l'attention que ça nécessite. Et je crois que il faut vraiment ne pas considérer que c'est du produit jetable qu'on fait sur un coin de table en branchant le micro de son iPhone, quoi. C'est pas ça, enfin, c'est pas le même produit en tout cas. Non, c'est pas le même produit. Et encore une fois, toutes les notions qu'on a évoquées de design sonore, de rythme, d'écriture, de voix, tout ça sont autant de paramètres importants qui évidemment rentrent en ligne de compte, j'imagine, sur des estimations budgétaires et sur là où on place l'ambition aussi. Bien sûr, bien sûr. On travaille en ce moment sur une fiction qui nécessitait au moins 2 auteurs. Donc, il y a 2 scénaristes sur une série de fiction. Quand on parlait de musique, on peut prendre de la musique libre de droit ou de musique de librairie infiniment moins chère que de la musique originale, mais le risque est de la retrouver ailleurs aussi, cette musique. Et après, effectivement, pour bien différencier comment dire, les spécificités, la qualité qu'on défend, grosso modo, on travaille avec des gens, on fait travailler des gens pour qui le son, c'est leur vie, quoi. Donc, c'est vraiment des gens dont on connaît la valeur, dont on peut parfois remporter des prix. Enfin voilà, donc Oui, il y a un vrai métier, une vraie exigence. C'est ce qu'on a décidé dès qu'on a lancé Wave Audio. C'était de travailler avec des gens qui sont complètement impliqués dans ce qu'ils font, dans leur métier et qui défendent cette qualité. À la fois pour des projets d'auteur, puisqu'on en fait, on en développe, et pour des projets liés à des commandes, et ils le font avec en tout cas, nous, on vise ça, on fait attention à ça plutôt, ils le font avec le même élan, voilà, la même implication. Est-ce que tu écoutes des podcasts autres que ceux de Wave Audio? Je les Tu n'écoutes même pas les tiens?
Alors non, j'écoute rarement. Si, bien sûr, j'écoute. J'écoute les miens, j'écoute pas mal de. Il y a pas mal de. Il y a quelques studios, hein, on se parle entre studios, donc il y a les productions. Vous aimez bien? J'adore. Bah, on se voit. Je porte un masque parce que je suis un peu malade, donc j'ai pas pu faire la réunion qu'on a une fois par mois et qui avait lieu aujourd'hui avec le syndicat du PIA, qui est les syndicats des producteurs indépendants audio. Mais on se parle, oui, bien sûr, on se parle, on écoute. Enfin, j'espère qu'eux écoutent ce qu'on fait, en tout cas, moi j'écoute ce qu'ils font. Et toi, Christophe, t'écoutes des podcasts? Oui, j'en écoute aussi, mais essentiellement les nôtres. En fait. J'en ai 4. C'est bien, j'ai pas encore eu le temps. Flash Info, ça m'en fait un plus. Et Arnaud, avant de discuter de Flashfinger, Honnêtement, avant, j'étais Oui, honnêtement. comme beaucoup de gens, en fait, je me disais oui, il faudrait. Mais on télécharge, on les met dans la voiture, on se dit on le mettra, puis finalement on le fait pas. Et voilà, je pense qu'il y a encore une mécanique qui est pas encore simple à faire. Mais bon, voilà, au fur et à mesure, moi je suis baptisé maintenant, donc je vais transformer. oui, un petit repérage. Et Marion, Pardon, mais il y a un espace qui a été développé il n'y a pas longtemps, qui manquait, qu'on appelle de curation, qui n'est pas un très beau mot, mais en tout cas d'orientation d'écoute, par Slate, qui fait du podcast par ailleurs, qui a développé transfert, etc., mais qui continue de faire du podcast et qui a développé Slate Audio, qui est un espace pour ceux qui sont curieux, mais ne savent pas trop où chercher. c'est vrai, c'est une bonne idée. Et donc voilà, c'est une sorte de C'est magazine. vrai, c'est comme un magazine, c'est comme son magazine télé. Ouais. Exactement. Ouais. Et Marion, je sais que Marion est passionnée de podcast et que ça lui a fait un immense plaisir de coordonner et de piloter le projet Entre eux et nous. Toi, tu écoutes des podcasts, Marion? J'écoute, évidemment, j'en écoute pour mon plaisir, j'en écoute maintenant au travail, donc c'est plutôt formidable. Je vis podcast, non, je ne fais pas que ça, mais c'est vrai que c'est assez enrichissant de développer aussi de nouveaux formats à l'agence, d'être vraiment sur de découvrir d'autres formats, le format audio, quand on aime ça en plus d'en faire, et en faire aux côtés de professionnels qui nous font de la pédagogie, qui nous expliquent, qui nous accompagnent, et proposer ce genre de format avec les clients avec lesquels on travaille, c'est une chance. Donc, j'en suis très heureuse. Très bien. Eh bien, c'était un peu le mot de la fin. On va laisser la place aux questions. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je pense que c'était en tout cas pour moi un grand plaisir. D'abord parce que je trouve les deux podcasts dont on a parlé aujourd'hui absolument merveilleux, que je suis contente qu'on ait pu réussir. Ça fait longtemps que je parlais avec Thomas, qu'on ait pu réussir à travailler ensemble. Franchement, c'est vraiment un grand honneur. Et donc, j'attends, parce que je n'ai pas pu suivre le chat pendant la conversation, j'attends les questions, mais n'hésitez pas à les poser. On peut prendre celle qui arrive. Est-ce qu'on peut ouvrir le chat ou pas? Quelqu'un me disait qu'il y a aussi le pod, effectivement, magazine papier. Ah oui. Ah ben voilà. Qui est diffusé dans le Paris Podcast Festival, mais pas que, évidemment, en termes de curation, d'orientation d'écoute. Alors, il y a, effectivement, on va les prendre dans cet ordre. Alors, les conseils podcast, on pourra vous faire un petit additif sur une sélection avec Thomas, Marion, de quelques podcasts qui sont chers. Quelques podcasts à écouter. Il y a quelque chose sur l'attention et sur est-ce qu'il y a une longueur recommandée du podcast. Par exemple, celui de Christophe. Chaque épisode. Nous, c'est des épisodes qui font à peu près 10 minutes, voire un petit peu moins. Mais qui sont proposés en intégralité tout de suite. Oui. De mémoire, il y a une écoute moyenne qui est autour de quart d'heure, 20 minutes qui fonctionne bien en termes d'attention. Après, moi, je réfléchis toujours en termes de rythme à l'intérieur d'une production. Donc, c'est tout de se dire quelque chose si on fait le pari, quelque chose qui fait 3 quarts d'heure, doit faire 3 quarts d'heure, l'écriture va avec. Donc, après, il y a ensuite l'autre réalité qui sont les endroits, les pics d'écoute de podcasts qui sont décalés
sont à peu près, qui ont la même forme que les pics d'audience radio, c'est-à-dire autour de le matin et en fin de journée, mais légèrement décalés. Donc en fait, c'est parce qu'on écoute quand même beaucoup dans les transports, quand on va au travail, quand on revient. Et là donc, alors évidemment, tout le monde n'a pas la même durée de transport, mais être autour du quart d'heure permet d'être quand même dans une bonne mesure. Soit on en écoute un, soit on en écoute deux. Enfin voilà, le quart d'heure est une bonne mesure. Après, on avait calculé pour Flashfinger la durée de la totalité du chemin en tramway dans le Valenciennois, et donc c'est à peu près la totalité de l'écoute. Okay. Donc si on démarre De Gonin et qu'on va jusqu'à l'université, voilà, en gros, on peut écouter on l'ensemble. écoute la totale. Ah oui, ça c'est quand même une petite astuce qui est bien maligne. Ouais, non, mais Très, très maligne. Bravo. Je vois pas. Alors, Ensuite, il y a une question sur les cibles. Est-ce qu'il y a finalement un intérêt particulier et un atout, un bénéfice, une compétitivité du podcast sur des cibles par rapport à d'autres? Les cibles de Christophe, par exemple, sont un petit peu âgées jusqu'à Non, pas du tout. quelques élus. Non, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on disait au début dans les chiffres de consultation, ça intéresse quand même beaucoup de monde, Oui. a priori, et pas que des jeunes, mais donc c'est vrai que nous, on a une population peut-être un peu plus senior, et sur ces sujets-là, peut-être que les seniors sont un peu plus intéressés, mais on n'a rien constaté de particulier. Et Arnaud, j'imagine que les voyageurs, c'est un grand public large. Oui, c'est large, hein, parce que nous, ça va du collégien jusqu'au senior. Après, je suis curieux, on n'a pas encore, nous, les retombées chiffrées, donc on va pouvoir un peu plus sentir des tendances. Et après, peut-être qu'il faudra qu'on ait aussi une réflexion sur d'autres types de modes d'écoute d'un contenu comme celui-ci. Mais bon, moi, je trouve que quand je vois mes parents qui sont tout le temps sur leur téléphone, je me dis que les seniors aujourd'hui sont aussi assez connectés. Donc, Oui. on peut toucher tout le monde. Oui, via le téléphone. c'est ce qu'on voyait aussi sur l'étude qui vient de sortir, les Français et le podcast, que finalement, la cible des auditeurs de podcast, elle est de plus en plus large, et que où avant, on était peut-être autour, en effet, du 35 ans en moyenne. Au final, là, on va toucher aussi bien les enfants, parce qu'en fait, il y a quand même, ce que j'ai lu, beaucoup en fait de parents, et notamment pendant le confinement, qui ont fait écouter du podcast à leurs enfants, parce que c'était une autre façon de décrocher aussi des écrans. D'ailleurs, petit conseil, une histoire éolique qui est quand même assez sympa dans le domaine, et qu'en fait, finalement, l'étude montre qu'il y a que voilà, le panel est vraiment de plus en plus large, parce qu'en fait, les thématiques, le nombre de podcasts étant de plus en plus l'offre voilà, est de plus en plus grande. Du coup, il y a des thématiques un peu sur tout, et donc tout le monde peut un peu y trouver son compte également. Et d'ailleurs, ça fait 15 ans maintenant que les radios hertziennes, et en particulier le service public, parlent de podcast, en l'occurrence de rattrapage, évidemment. Mais la mécanique podcast, du téléchargement, de l'abonnement, puisque c'est ça quand même, le point de départ, c'est un abonnement à un flux. L'abonnement à un flux à une émission par les publics de la radio traditionnelle, il y a eu une évangélisation, on va dire, de la question du podcast depuis 15 ans maintenant. Et donc, et en l'occurrence, auprès d'un public, celui de la radio, qui est autour de, le service public autour de 55 ans. Donc, mais c'est ce que Marion disait au départ, c'est pas aussi clivé que ça. Le public du podcast est de moins en moins. De moins en moins, oui. De moins en moins. Il y a un sujet, une question sur les droits, liés au podcast, j'imagine, aux voix, enfin ce que disait Marion, aux voix, à la marque elle-même du podcast. Un petit point là-dessus. Aujourd'hui, les sociétés de gestion collective, SCAM, SACD, SACEM, sont des acteurs du podcast, mettent en place des barèmes. Tout n'est pas en place, et en particulier, normalement, l'entité qui reverse des droits et la personne et l'entité qui exploite le podcast. Donc ça, c'est des questions qui, je pense,
vont se régler au fur et à mesure des mois et je pense encore des années qui viennent. Aujourd'hui, nous, en tant que studio de production, on fonctionne en cession de droits la plupart du temps, mais à partir du moment où les règles seront claires, et bien sûr notre partie éditeur et diffuseur, évidemment, on sera en règle avec, avec ce qui sera décidé au niveau des sociétés de gestion collective. Moi, j'ai été membre du conseil d'administration de la SCAM, il n'est pas question de passer à côté de Bordeaux-Clerc. Très bien, je crois qu'il y a une petite remarque sur l'audience des podcasts sur les jeunes. D'accord. Mais il me reste à vous remercier sincèrement, chaleureusement. On est là ensemble depuis presque 2 heures. Je regarde 1h30. Ouais, j'étais un peu ambitieuse. Tu ennuyée finalement? Pas du tout. Attendez, non, voilà, si vous n'avez pas de questions, bien sûr, on peut prendre les dernières questions, à part merci. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés. Merci encore à vous 4 pour votre présence et votre témoignage. Je pense qu'aborder la pédagogie du podcast à travers des témoignages, c'est quand même une très bonne manière de le faire. Je pense que c'était très intéressant avec les éléments aussi de repère de Marion. Et bonne soirée à tous, et en tout cas à tous ceux qui étaient connectés. Merci beaucoup. Merci. Merci.